Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Dominguez de boostmyamazon.com. Nicolas a la particularité d'être un ancien Amazonien, c'est-à-dire un ex-employé d'Amazon. Il est aussi vendeur sur la plateforme Amazon depuis 2017 et donc il a monté en parallèle de tout ça son activité de service, donc Boost My Amazon. Et avec Boost My Amazon, il aide les vendeurs à réparer des problèmes au niveau des variations, donc à travailler sur le catalogue Amazon. Il aide aussi les vendeurs à gérer leur campagne de pub et à optimiser leurs fiches produits. Dans cet épisode, on va donc revenir sur le parcours de Nicolas chez Amazon et en tant que vendeur, avant de parler plus spécifiquement de catalogue Amazon et de gestion des variations. Notamment, vous apprendrez comment tirer pleinement parti des variations, mais aussi différentes erreurs à éviter quand on manipule le catalogue Amazon. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon depuis 4 ans et j'ai fondé l'agence Amazon Jams. Chez Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon. On vous aide à vous lancer et à développer vos ventes. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle jamz.fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jamz.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.fr/email. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Nicolas Dominguez de boostmyamazon.com. Tu as la particularité d'être vendeur sur Amazon, mais d'être aussi un ancien employé d'Amazon, donc un ex-amazonien, comme on dit. Donc ce sera ma première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir travailler chez Amazon ? La réponse, ça va être assez simple. C'est-à-dire que moi, en 2017, j'avais aucune expérience chez Amazon. Et du coup, je me suis dit comment on peut faire pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Amazon pour pouvoir bien se lancer et connaître un petit peu tout ça dans les moindres détails. Et du coup, je me suis dit, si j'aide les vendeurs chez Amazon, techniquement, je serais capable de m'aider moi-même. Donc, du coup, je me suis dit, je pense que c'est la meilleure route à prendre. En tout cas, je vais, entre parenthèses, sacrifier quelques mois, mais en contrepartie, je vais tout savoir. Et puis, du coup, c'est un bon investissement sur le long terme, on va dire. D'accord, ouais. Payer pour apprendre chez Amazon. Donc, ton rôle chez Amazon, effectivement, c'était d'aider des vendeurs qui ont des problèmes avec leur catalogue. Et c'est aussi le moment où tu as commencé à vendre sur Amazon, puisque quand tu étais chez Amazon à Barcelone, tu as commencé à être vendeur toi-même. Ouais. Ma question suivante, ce sera comment est-ce que ça s'est passé, ce lancement d'activité sur Amazon en parallèle ? Alors, chez Amazon, c'était de toute façon très basique, c'est-à-dire que j'avais pas encore fait de PL, donc private label. J'étais encore au stade de online arbitrage, c'est-à-dire que j'achetais des produits, donc pour pas citer AliExpress, pour revendre en dropshipping directement sur Amazon. Donc c'était pas encore du FBA ni rien du tout. C'était vraiment pour créer une première activité, pour se lancer et surtout pour commencer à avoir les premières reviews, en tout cas en feedback, des feedback sellers. Des sellers, je sais pas dans quel sens on le dit, mais c'est leur feedback, des évaluations vendeurs, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc pas des product reviews parce que comme je dis, je vendais des produits en online arbitrage, donc il y avait vraiment aucun intérêt pour moi à garder ces reviews. Mais par contre, toutes les reviews qui me permettaient à moi à faire grossir mon compte en tant que vendeur, après ça m'a permis également de pouvoir plus souvent avoir la buy box, etc. Donc c'était quand même bon à prendre. D'accord. Donc, quand tu faisais comme ça de la vente sur Amazon en parallèle d'un travail salarié à temps plein chez Amazon, est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais avec tes collègues typiquement ou est-ce que, au contraire, tu étais plutôt discret sur ton activité sur Amazon ? Alors, donc oui, j'étais quand même un peu discret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui était au courant. Sauf sur la fin où c'est un petit peu parti, où la news est partie dans tous les cas parce que j'en avais parlé à 2-3 personnes. Et quand ils ont appris la raison pour laquelle je partais d'Amazon également, ils ont compris, il y en a qui n'ont pas pu tenir leur langue, donc ils l'ont dit, tu vois, que j'étais vendeur. Mais bon, après, ça va pas forcément déranger plus que ça, parce que c'est déjà, il faut savoir que c'est autorisé de travailler chez Amazon et d'à la fois vendre sur Amazon. D'ailleurs, un des petits avantages, c'est qu'on paye pas l'abonnement premium quand on travaille chez Amazon, donc c'est sympa. Mais donc c'est pour vraiment dire qu'ils motivent déjà les salariés à avoir éventuellement une activité sur Amazon. Donc il y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, oui, après, c'est vrai que faut vraiment déjà avoir une éthique en soi parce que c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens et il peut y avoir des conflits d'intérêts et donc ça moi de toute façon j'ai bien regardé mon contrat pour savoir ce que je devais faire ou ne pas faire donc voilà, moi j'étais réglo du début à la fin quand j'étais chez Amazon. Après c'est sûr que ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup donc
De comprendre les rouages, le fonctionnement interne à tous les niveaux, aussi bien, j'imagine, côté catalogue et algorithme, SEO, PPC, mais aussi toute la partie parler avec le support vendeur, parler le langage Amazon et comprendre aussi ce que veut Amazon et comment opérer au mieux avec eux. Alors, et d'ailleurs, petite parenthèse, excuse-moi. Petite parenthèse. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que en effet, comme tu parles du langage communiquer avec le seller support, c'est assez drôle et paradoxal. C'est-à-dire que moi, je devais moi-même communiquer avec le support vendeur, parce que quand j'étais chez Amazon et que j'avais mon activité qui commençait à tourner, j'étais quand même obligé d'ouvrir des cas. Donc en fait, c'était mes collègues qui traitaient mes propres cas, quoi, parce que je pouvais pas forcément traiter mes cas, tu vois. Donc c'était une petite anecdote assez drôle. C'est marrant. Ouais, en effet. Donc, t'as vraiment vu les deux côtés de l'interaction. Donc, c'est quelque chose dont on va parler parce que c'est quand même très intéressant. Donc, quand t'étais chez Amazon, au début, t'as fait du online arbitrage. Ensuite, t'as lancé une marque en private label. On va revenir un petit peu après sur le private label. Mais donc, finalement, t'as quitté Amazon pour aller travailler dans une autre boîte qui s'appelle National Pen. Et là aussi, tu as travaillé à lancer leur compte Amazon. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que t'as fait chez National Pen? Alors chez National Pen, je gérais deux choses, mais principalement c'était le PPC, donc pay par click. Et donc en fait, donc ce que j'ai fait chez National Pen, c'est que premièrement j'ai lancé le compte Amazon au UK parce qu'ils avaient ils avaient pas du tout de compte Amazon. Donc j'aurais fait un compte, comme on appelle ça, 3P, c'est-à-dire seller central, parce qu'il y a également des vendeurs qui décident de vendre avec 1P, donc c'est-à-dire passer par Amazon pour vendre leurs marchandises. Donc nous on est parti sur un compte 3P. Et du coup, en fait, j'ai créé les listings, donc en fait, on a lancé 2 produits, et c'est des très gros produits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variations dans ce produit-là, parce que c'était des produits donc avec des impressions, c'est-à-dire comme un stylo, par exemple, où on peut inscrire le nom de l'entreprise et l'adresse. Et donc, du coup, en fait, il y avait par exemple 8 couleurs, et on les vendait par 50, donc éventuellement par 50, par 100, par 150, etc. Donc pour ce produit-là, par exemple, on avait 200 variations pour un seul et même asine à la base. Enfin, on va dire un par an asine. Donc du coup, c'était des très gros listings. J'ai travaillé sur 3. Et en parallèle, je gérais également tout ce qui était Google Ads. Donc je m'occupais de 3 pays, principalement la France, l'Allemagne et l'Italie. Mais au total, on avait 22 pays sur le compte Google AdWords. Donc on avait un très gros budget, plusieurs centaines de milliers d'euros. Je peux pas forcément donner le chiffre exact. Mais voilà, donc ça m'a donné de l'expérience à la fois en PPC et à la fois, on va dire, en gérant une très grosse société sur Amazon, du moins lancer les premiers produits, quoi. Alors j'imagine que chez National Pen, ton expérience chez Amazon a servi, mais il y a une autre activité qui a bénéficié de ton passage chez Amazon, c'est donc Boost My Amazon, donc ton activité actuelle, puisque tu es quelque part le docteur ou le chirurgien des variations sur Fiverr. Donc c'est une activité que tu as lancée en parallèle quand tu étais chez National Pen. Voilà, c'est ça. Donc ça, en fait, je faisais ça en activité parallèle, hein, c'est-à-dire que mon full-time job, comme on peut dire, c'était National Pen, pardon. Par contre, j'avais cette activité, donc j'ai commencé quasiment à la fin de National Pen, à la fin de mon contrat quasiment. Je me suis lancé à faire des variations sur Fiverr. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est un flat file. Quand on leur montre le fichier Excel, à première vue, ils vont se dire c'est une machine à gaz. Une usine à gaz, plutôt. Et du coup, c'est la première chose que je me suis dit quand moi-même j'ai vu ce flat file pour la première fois. Mais en fait, quand on essaye de comprendre, c'est pas si compliqué, il y a une logique derrière. Et je me suis dit, il y a forcément des gens qui vont essayer de créer des variations sur Amazon. Donc voilà, peut-être que je peux également proposer ce service. Mais là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste un fichier, comme on peut dire flat file, c'est qu'il y a tout un écosystème, on va dire, qui joue avec la variation, et que ça, je l'ai découvert au fur et à mesure où je recevais des commandes avec des clients. Il y avait des demandes qui étaient très étranges et qui aujourd'hui font sens, en fait. Donc on pourra en discuter par la suite. Mais... Absolument, on va y revenir, parce que c'est quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire au travers du catalogue Amazon. On peut vraiment bénéficier... on va dire que avoir une bonne compréhension du fonctionnement du catalogue, ça permet de faire beaucoup de choses et de même au final développer ses ventes, de multiplier son chiffre d'affaires simplement parce qu'on comprend bien les rouages et le fonctionnement d'Amazon. Avant de parler un peu plus en détail de Boost My Amazon, j'aimerais qu'on revienne sur ta marque en private label. Donc, j'aimerais savoir
qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce premier produit et comment est-ce que tu as eu l'idée de ce premier produit, de cette niche comment est-ce que tu as lancé ce premier produit en private label? Ok, donc ce premier produit en private label, je vais pouvoir en parler parce qu'aujourd'hui je le vends plus. Je le vends plus pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que il a fondu dans les stocks Amazon et du coup je me suis dit c'était pas forcément très fiable. Alors peut-être qu'on s'y est mal pris aussi en la période où on s'est lancé, c'est-à-dire en été. Mais bon, concrètement, on vendait des bee wrap, donc c'est-à-dire c'est des films alimentaires en cire d'abeilles. Donc produits écologiques et tout ça, assez rentable parce qu'on pouvait faire x2 largement en profit. Par contre, là où on a rencontré des petits soucis, comme je disais, donc c'est parce qu'on a envoyé notre stock. Alors au début, ça marchait très bien, on a eu pas mal de reviews et tout ça. On a commencé à faire des ventes et tout ça, on était très contents. Jusqu'au jour où on a envoyé 150 unités et qu'on a appris 2 semaines plus tard que tout notre stock avait fondu. Et bon, du coup, on a reçu un remboursement, mais on en a profité pour lancer un autre produit par la suite. Donc voilà, comment j'ai commencé avec physiquement fondu. Physiquement fondu. La cire d'abeille dans les entrepôts Amazon a fondu sous la chaleur et donc le stock était invendable à cause de. Et donc Amazon. Voilà, bon, c'était notre premier produit. Qu'est-ce qui a eu l'idée? C'était ma copine parce que j'ai fait le business Amazon. J'ai commencé et je suis toujours avec ma copine où on gère ça à deux. D'ailleurs, elle s'occupe plus des pages produits et puis moi je m'occupe du reste. Donc c'est très bien, on est complémentaires là-dessus. Et du coup, ouais, donc elle a trouvé l'idée et puis on a sourcé tout ça sur le grand site Alibaba que tout le monde connaît. On a fait toutes les étapes, on l'a reçu. Alors nous, on n'a pas voulu l'envoyer directement dans les entrepôts Amazon parce qu'on a voulu contrôler la marchandise nous-mêmes. Enfin, voilà, ça faisait plaisir également de voir le produit qui arrive chez toi, tu vois. On avait la possibilité de le faire, donc ça nous coûtait pas plus cher de le faire. Surtout qu'après, pour ceux qui connaissent, on peut faire utiliser Amazon avec UPS et du coup, il y a le transport vers l'entrepôt qui coûte quasiment rien. Donc du coup voilà, on a contrôlé la marchandise, on a tout reçu et puis on s'est lancé avec ce premier produit. Voilà, du coup je pense en termes de questions, je sais pas si j'ai répondu. D'accord, donc voilà pour un premier produit. Et une fois ce premier produit lancé, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez lancé d'autres produits? Est-ce que vous avez étendu la gamme? Comment est-ce que vous avez géré le développement à partir de ce premier produit? Bah alors, on a fait un lancement et on s'est focus sur un produit. On n'avait pas envie de partir dans toutes les directions. Éventuellement, on avait des idées de partir sur une autre couleur de produit parce que bon, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu ou d'ailleurs pas du tout, en fait, le bee wrap c'est quelque chose qui permet de recouvrir par exemple les plats. Donc surtout, enfin, c'est pas la viande, hein, ça va être plutôt les légumes ou quoi. Donc, imaginons on a un saladier, on veut garder la salade pour le lendemain. Et du coup, on met ce bee wrap par-dessus le saladier et ça conserve bien mieux, du moins qu'un film plastique. Et d'ailleurs, c'est écolo. Donc, en fait, nous, on voulait partir sur éventuellement d'autres couleurs, donc d'autres designs. Parce que voilà, nous, on avait choisi 4 designs à la base, mais on pouvait en choisir des multitudes et éventuellement, pourquoi pas créer nos propres designs. Donc, voilà, après, le truc, c'est qu'on n'avait pas prévu, comme je dis, le petit souci avec le produit qui fond. Bah, ça, c'était à peu près 4 mois après le lancement. On avait déjà collecté une 20aine de reviews sur Amazon. On avait des ventes organiques qui commençaient à rentrer parce que bon voilà, au début au lancement on avait dû investir sur le produit, mais assez rapidement on va dire on avait commencé à avoir beaucoup de ventes organiques. Mais bon, du coup on a vendu tout le stock et quand on en a racheté, en fait c'est là où on a eu le souci. Donc en fait à la première, au premier on va dire restockage, ça nous a directement coupé l'envie de continuer ce produit. Donc c'est pour ça on est parti sur d'autres produits qui d'ailleurs on vend toujours aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, ce produit-là, c'était, on va dire, le démarrage. Ça nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses. On a pu avoir notre A+ content et tout ça parce qu'on avait fait enregistrer notre marque au préalable. Donc c'était vraiment sympa. Mais bon, voilà, du coup, c'est vraiment un produit, on va dire, test qui nous a permis d'aujourd'hui de rebondir avec d'autres produits chez Amazon, quoi. D'accord. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de vendeurs de futurs vendeurs qui s'interrogent pendant très longtemps sur leurs premiers produits, qui ont beaucoup de mal à se lancer. Et finalement, le premier produit, c'est pas grave s'il est pas parfait, c'est pas grave si il arrive des aléas aussi dans tous les cas. Mais comme tu dis, l'expérience reste et c'est toujours une bonne plateforme de lancement pour la suite. Je veux dire, l'expérience qu'on a engrangée reste et puis quel que soit la vie de ce premier produit, on peut toujours avancer avec d'autres produits pour la suite. Voilà, exact. Et puis ça m'a permis également donc d'apprendre surtout des erreurs dès le début.
c'est-à-dire éventuellement savoir comment ne pas investir tout dans une même campagne PPC, tu vois. Par exemple, diversifier son trafic également. Pas forcément, si on a 50 € de budget par jour, éventuellement, on va pas tout mettre dans la pub Facebook. On va pas tout mettre dans la pub Amazon, et justement c'est un lapsus. C'est-à-dire que je voulais dire qu'on peut également s'en servir pour investir un peu dans la pub Facebook pour rediriger du trafic. Donc voilà, toutes ces choses, c'est une expérience. Et du coup maintenant, quand on lance des nouveaux produits, on peut utiliser cette expérience, même si éventuellement le premier produit on a fait des erreurs. Enfin, il faut pas s'arrêter là et se dire voilà, on peut toujours continuer à être rentable sur le long terme, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu gardes des produits en vente. Est-ce que tu utilises Facebook à chaque lancement, ou comment est-ce que ça s'inscrit l'utilisation de Facebook dans tes ventes Amazon? Alors moi, du coup, j'utilise la pub Facebook avec un logiciel tiers qui s'appelle Chatbot, donc ManyChat en fait. Donc c'est un chatbot sur Facebook qui permet en fait de prendre contact automatiquement avec les clients qui ont déjà acheté mon produit. Donc ça veut dire qu'au préalable, j'ai lancé une pub Facebook avec un lien Landing Cube. Donc en fait, j'utilise plein de logiciels un petit peu mixés ensemble qui permettent d'arriver à ce résultat. Donc Landing Cube qui me permet en fait de créer une landing page, voilà. Donc une fiche, une page web où les clients atterrissent avant d'atterrir sur le site d'Amazon et ma fiche produit Amazon. Donc en fait, une fois qu'ils ont atterri sur ma page Landing Cube, moi je vais pouvoir les retargeter ensuite par la suite, donc leur envoyer un message parce que je sais qu'ils ont acheté mon produit et parce que je sais qu'ils ont cliqué via ce lien. Donc une fois que j'ai ces deux informations dans mon système, le chatbot ManyChat, lui, va en fait prendre contact avec mon client et lui demander un avis positif, ou un avis tout court, pardon, parce qu'un avis positif, c'est interdit. Donc juste un avis, ouais. Chez Amazon, on n'a pas du tout le droit de le faire. Voilà, donc juste un avis, mais bon, en général, on espère que ce soit positif, on va dire. Et puis voilà, donc ça c'est une technique de lancement Facebook que je recommande parce qu'elle est très puissante. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, je pense 5-6 mois de ça, Amazon, ils ont changé un petit peu leur algorithme. Et d'ailleurs, le trafic externe à Amazon vaut 3 fois la valeur d'un trafic interne. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser, par exemple, 3 € dans un clic, si vous dépensiez 3 € en Facebook Ads, par exemple, ça équivaudrait à peu près à 9 € en PPC sur Amazon, quoi. Donc c'est pour donner une image, hein. Mais voilà l'intérêt également d'envoyer du trafic externe sur Amazon, quoi. Ouais. Le trafic externe, c'est vraiment de plus en plus le nerf de la guerre sur Amazon, puisque tout le monde se bat pour un certain trafic de recherche qui est existant. Tout le monde se bat pour attirer l'attention sur la marketplace, sur le site Amazon, attirer l'attention des clients. Mais c'est clair que d'être capable d'envoyer du trafic, alors que ça vienne de Facebook, que ça vienne d'une liste email, ce que je recommande aux gens que j'accompagne, aux marques que j'accompagne, c'est clair qu'il y a énormément de bénéfices à pouvoir contrôler la source de trafic, à avoir l'audience. Ne serait-ce que aussi, on n'est pas forcément obligé du coup de l'utiliser vers Amazon. Si on a son propre site e-commerce ou si on a d'autres canaux qu'on veut promouvoir, on est toujours maître de cette audience. Donc c'est clair que, en tout cas sur Amazon, le trafic externe, c'est effectivement super important. Donc ok pour l'utilisation de Facebook dans ce contexte-là. Alors on va parler maintenant un peu plus de Boost My Amazon. Et donc, la première question, c'est est-ce que tu peux présenter ce qu'est Boost My Amazon, ce que tu fais et à qui ça s'adresse aujourd'hui? Alors, Boost My Amazon, c'est à la base, on va dire, une activité en tant que freelance à la base, avant tout. J'ai pas eu du tout l'ambition de créer une agence marketing avec une hiérarchie et 50 employés corporate. Donc, c'était pas du tout ça la vision souhaitée. C'était plutôt quelque chose qui me permettait de faire un complément de salaire à la base. Comme je l'ai dit, je travaillais dans une société à plein temps, donc j'avais pas de toute façon 40 heures à consacrer par semaine à Boost My Amazon. Mais du coup, oui, donc c'est quelque chose qui m'a permis d'accompagner des vendeurs. C'était également formateur pour moi parce que j'ai pu travailler avec des vendeurs qui avaient très très bien réussi sur Amazon. Mais bon, à la fois, je les aidais dans certaines tâches que eux ils ne maîtrisaient pas. Et du coup, je me suis typiquement, voilà. Donc, par exemple, les variations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont très peur, surtout. C'est plutôt la peur qui crée ce business, c'est-à-dire que les gens ne savent pas s'ils vont perdre leur review, ils ne savent pas s'ils vont perdre des positions dans le classement Amazon, donc ils ont peur de plein de choses comme ça. Donc moi j'essaie de les rassurer également parce que je maîtrise un petit peu le truc, donc je me dis je sais déjà que moi je vais pas créer d'erreurs dans leur fiche produit, donc c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est que si jamais il y a un problème, je sais que je serai capable de le fixer. Donc voilà pourquoi aussi j'ai des gens qui me contactent et qui reviennent sur Fiverr. Donc j'ai beaucoup de clients que je reste en contact sur Fiverr. Parce que donc bon, à la base, je vais reparler de mon site internet, donc boostmyamazon.com. C'est un site à la base qui permet d'envoyer des leads, mais bon, c'est un peu, on va dire, c'est atypique. C'est-à-dire qu'en général, les gens essayent de récupérer leur trafic sur leur site internet, alors que moi, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est-à-dire que j'envoie mon trafic de mon site internet vers Fiverr. Donc on peut se dire c'est un peu bizarre, mais en réalité il y a une stratégie derrière, c'est parce que voilà, Fiverr m'envoie beaucoup plus de leads si moi je leur envoie des leads. Donc voilà, c'est un peu proportionnel et exponentiel, pardon, la façon dont je procède. Donc c'est voilà, j'envoie un client, j'en récupère 3 concrètement. Ouais, donc c'est finalement un peu comme sur Amazon, puisque Fiverr c'est aussi une marketplace à la fin de la foire. Exactement. Et donc aujourd'hui ton site internet te permet de donner une certaine de la visibilité, et donc quand il y a des gens qui sont intéressés, depuis le site internet ils peuvent aller sur Fiverr, et derrière ça va t'aider au niveau de ton classement sur Fiverr, exact. de ta visibilité, et donc voilà, de proche en proche tu vas pouvoir grossir ton activité et sur Fiverr, avec peut-être dans un deuxième temps l'idée de prendre des clients sur Fiverr et d'aller les sortir de la plateforme qui prend des commissions comme toute marketplace. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas la stratégie. D'accord. On va maintenant parler un petit peu plus dans le détail donc de la gestion d'un catalogue Amazon, et même plus spécifiquement de variations. Donc simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une variation dans le contexte d'Amazon ? Alors une variation, donc ça commence par un asine parent. Et en fait, en dessous, dans cet asine parent, on va mettre des asines enfants. Donc je m'explique, un asine enfant, c'est par exemple sur des t-shirts. Si par exemple on a des t-shirts de couleur rouge, bleu et vert, on va avoir donc 3 asines enfants. Donc un t-shirt rouge, un t-shirt bleu et un t-shirt vert. Et en fait, l'asine parent, lui, est invisible. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va pouvoir retrouver cet asine parent sur Amazon. Il va juste permettre de ranger ces asines enfants. Donc voilà concrètement à quoi ça sert une variation. Donc du coup après on peut avoir éventuellement plusieurs tailles, on peut avoir plusieurs couleurs, on peut avoir des styles, on peut avoir des quantités, il y a une multitude de possibilités dans les variations. Donc ça en fait ça va dépendre de la catégorie, c'est-à-dire que quand on télécharge le fichier qui permet de créer la variation, Amazon va nous offrir des opportunités donc de variation, et il va nous donner en fait le titre de la variation qu'on peut utiliser. Donc par exemple si on vend du high-tech, du high-tech par exemple on vend une télé, on va pas forcément avoir toutes les mêmes variations possibles que quand on vend par exemple des t-shirts. Donc voilà, ça c'est un petit truc à savoir, parce que souvent les vendeurs par exemple vont me demander est-ce qu'on peut avoir une variation avec la matière du produit. Par exemple ils veulent une variation pour mettre cuir, tissu, etc. Et en fait suivant la catégorie, des fois je leur dis malheureusement on peut pas utiliser exactement ce type-là de variation, mais par contre on va jouer un petit peu avec les styles, les variations disponibles. Et on va par exemple utiliser une color variation, donc une variation de couleur en fait. Il y aura marqué donc quand on va sur la fiche produit color, mais en réalité en fait on peut marquer ce qu'on veut. En fait, il suffit juste de marquer par exemple cuir dans la case color, et puis on peut utiliser ça comme ça quoi. Voilà, et donc les gens sur la page produit verront couleur cuir, donc ce sera finalement une sorte de variation de matière, mais on a utilisé ce qui était disponible dans la catégorie, puisque comme tu le disais, en fonction de la catégorie dans le catalogue Amazon dans lequel se trouve un produit donné, on a accès à un certain nombre de types de variations, et on n'a pas accès à d'autres. D'accord. J'aimerais qu'on parle du type de problème qu'on peut rencontrer avec des variations. Quand les gens te contactent, généralement, quel problème est-ce qu'ils ont avec leur variation ? Alors, il y a plein de problèmes possibles. Premier problème qui me vient à l'idée, donc ça peut être par exemple si les revues ne sont pas combinées ensemble. On a par exemple un produit qui, en fait, parce que l'intérêt aussi de la variation c'est ça, c'est-à-dire de combiner les reviews pour donc les avis clients pour pouvoir avoir un produit on va dire surboosté. Donc du coup en fait on peut avoir un produit qui a 240 reviews et un autre qui en a que 250 par exemple. Et techniquement, normalement, on devrait en avoir 490 reviews au total. Et le problème, c'est que des fois, quand par exemple la catégorie est différente, ou alors par exemple la marque est différente, parce que ça arrive que des fois qu'il y a des vendeurs qui créent des marques avec la marque A et la marque B, mais en fait, si la marque n'est pas égale sur les deux produits, ça fait que en fait Amazon ne comprend pas bien, et certes la variation va s'afficher,
mais il y a certaines informations qui vont être dissociées. Donc, par exemple, les reviews. C'est ça le problème, en fait. Donc là, typiquement, en réparant que ce soit la marque ou en réparant la catégorie, en mettant les deux asines dans la même catégorie, deux asines enfants, on va être capable de dire à Amazon, bah, ce sont effectivement des vrais frères et sœurs, des vrais enfants du même parent. Et dans ce cas présent, comme tu l'as expliqué, Amazon affichera non plus 240 avis d'un côté et 250 de l'autre, mais affichera une valeur combinée de 490. Et on sait que bah, les gens sont plus réceptifs à un nombre d'avis important, et un nombre d'avis important, bah, ça donne une certaine crédibilité au produit. Donc typiquement, en réparant sa variation, on est capable de booster son produit et de lui donner une meilleure visibilité. D'accord. Voilà. Et donc du coup, c'est là où un petit peu mes services rentrent en jeu, parce que c'est moi qui vais en général, quand les clients me contactent, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier d'où venait le problème. Et du coup, moi, je vais regarder un petit peu partout et je vais essayer de trouver quelle information n'est pas liée en fait ensemble, et qui fait que voilà, une fois qu'on a modifié cette information là, on peut avoir la variation qui apparaît de nouveau correctement. Absolument. Mais je pense qu'il y a en effet d'un côté une question de connaissance. La personne, le vendeur Amazon ne sait pas exactement ce qui cloche et il vient te voir pour que tu fasses le diagnostic. Et puis, comme tu le disais un peu plus tôt dans l'interview, il y a aussi la question de la peur de toucher et entre guillemets de casser quelque chose et puis de faire disparaître un produit, de perdre des reviews. Et donc, dans ces cas-là, on préfère certainement faire appel à quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, plutôt que d'essayer de se débrouiller seul et puis peut-être de faire pire que mieux. Ouais, alors petite parenthèse, si je peux me permettre du coup, donc petite parenthèse en fait, par rapport aux parents en fait, aux parents asines, parce que comme j'expliquais tout à l'heure en fait, pour créer une variation, donc on a le parent asine qui lui est invisible, mais on a également donc les asines enfants, donc la couleur éventuellement. Là en fait, ce que je voulais dire, c'était surtout que il faut savoir que des fois, il y a certains asines enfants qui, comme ils sont out of stock, donc ils sont en rupture de stock, pardon. En fait, on les voit plus dans la variation. Mais par contre, il est possible que leur review, donc les avis clients, soient encore utilisés dans la variation. Donc, en fait, il faut faire attention à ça, parce que des fois, il peut arriver qu'on supprime l'asine parent, on se dit c'est pas grave, on va recréer la variation. Sauf qu'en recréant la variation, en fait, on se rend compte qu'on a perdu 15, 20 ou même beaucoup plus d'avis, en fait, parce qu'on n'a pas fait attention qu'il y avait beaucoup de child asine qui étaient en fait invisibles. Donc ça, c'est également quelque chose que des fois, moi, je m'amuse à retrouver en fait les pièces manquantes pour comprendre en fait où est-ce qu'on a perdu des reviews et comment faire pour les rajouter à nouveau. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais qui a toute son importance dans les avis clients. Énormément d'importance, puisqu'on sait la difficulté grandissante d'ailleurs de récupérer des avis. Donc c'est sûr que si on manipule son catalogue, qu'on fait une erreur et qu'on perd des reviews, des avis clients, c'est toujours gênant. Donc ok, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres opportunités auxquelles on peut penser, je veux dire, grâce à une bonne gestion d'un catalogue, est-ce qu'on peut être capable de trouver des gains potentiels qui auraient un impact sur les ventes? Ouais, bien sûr. Donc là, en fait, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est par exemple quand on fait un lancement de produit. D'ailleurs, quand je travaillais anciennement dans une autre société qui s'appelait PetSafe, je m'amusais justement à trouver les meilleures combines pour pouvoir lancer des nouveaux produits. Et du coup, en fait, on peut se servir éventuellement d'un produit gagnant. Donc, c'est-à-dire avec beaucoup de revues et un volume de vente important, on peut s'en servir pour éventuellement créer une variation et booster un produit qu'on vient juste de créer, en fait. Parce qu'on peut tout simplement rediriger ce trafic vers... En fait, ça va être fait de façon naturelle, puisque le client, il va tout simplement avoir une opportunité de couleur ou d'autres, et il va pouvoir cliquer sur l'autre produit, et du coup, en fait, ça fait qu'on va générer des ventes sans réel lancement, en fait. Juste en le liant avec un autre produit, ça va faire un lancement automatique. Donc ça, c'est vraiment une bonne combine que beaucoup de vendeurs connaissent d'ailleurs, et beaucoup l'utilisent, surtout aux US. Ouais. Absolument, ouais. Donc c'est vraiment l'idée d'accrocher des wagons à une locomotive. Et donc les wagons, ce serait la série d'asines enfants, de nouveaux produits qu'on veut lancer. Et en effet, les clients d'Amazon arrivant sur la page, peut-être au travers d'une recherche, ils arrivent sur la page d'un asine, donc d'un produit qui se vend déjà, et puis ils découvrent des opportunités de couleurs, comme tu dis, d'autres choix. Et donc en effet, en changeant passant entre différents enfants, on est capable d'attirer comme ça du trafic qui pour le coup est gratuit. Si c'était du trafic organique sur le premier asine, on récupère du trafic gratuit. En effet, on peut rapidement générer des ventes, sans compter du coup si la variation encore une fois est bien
est bien mise en place, ces nouveaux asines, visuellement, un client d'Amazon aura l'impression qu'il a énormément d'avis. Et là encore, donc c'est un intérêt. On repart pas de zéro puisqu'on peut utiliser des produits existants pour tirer de nouveaux produits. Alors la question suivante par rapport à ça, tu vois, on parle du coup de manipuler le catalogue, de manipuler peut-être des avis. Donc ma question c'est, est-ce que comme ça, toucher au catalogue, c'est conforme avec les TOS d'Amazon, les Terms of Services, ou est-ce qu'il y a des risques, il y a des choses à pas faire, des choses dans lesquelles on pourrait se mettre en difficulté typiquement? Oui, alors en effet, il y a des risques à faire. Enfin, il faut faire attention parce qu'il y a des risques à ça. C'est-à-dire qu'on peut lier, par exemple, des asines s'il y a du sens, si c'est surtout le même modèle. Par exemple, je pense encore une fois à l'exemple du t-shirt. Donc, si c'est le même modèle de t-shirt en rouge, en vert, etc., ça va. Par contre, si on commence à faire, imaginons un collier pour chien et un collier pour chat, d'accord, imaginons. Là, en soi, ça peut se ressembler, mais c'est pas vraiment le même produit parce qu'il y a une catégorie qui va aller pour chien et une catégorie qui va aller pour chat. Donc là, dans ce sens-là, il est possible, en effet, qu'Amazon intervienne et qu'ils disent là, ça correspond pas, et des fois, on peut recevoir un avertissement dans l'onglet performance sur Search Central. Bon, après, de ce que j'ai vu pour l'instant, il n'y a pas eu, en tout cas, j'ai pas vu de sanctions. C'est-à-dire, j'ai jamais vu encore un compte qui a été suspendu pour ce genre de raison. Mais bon, c'est vrai qu'un warning, ça fait jamais plaisir de recevoir ça. Et en effet, il faut faire attention. Maintenant, après, comme je dis, c'est un jeu, il y en a qui jouent et il y en a qui perdent. Bon. Et puis des fois, ce qui est triste aussi, c'est que c'est quand c'est la concurrence, en fait, qui reporte ce genre de choses. Donc ça veut dire que des fois, un concurrent peut aller sur votre fiche produit et peut dire à Amazon, il peut signaler tout simplement votre listing, et après, il peut dire, là, c'est pas conforme, donc du coup, il faut casser la variation. Parce qu'il y a des concurrents qui sont comme ça et que malheureusement, c'est un peu la guerre sur Amazon, quoi. Absolument, ouais. Bon, c'est une réalité, c'est certain. Et c'est vrai que pour reprendre ton exemple avec le collier pour chien, collier pour chat, il y aurait, je pense, deux choses. La première, c'est si on déclare ça comme étant une variation de couleur parce que c'est ce que la catégorie permet. En effet, Amazon pourrait dire, on parle pas d'une variation de couleur, on parle d'un produit qui est différent. Donc j'imagine que ce serait une première raison de donner un avertissement. Ou comme tu le disais, chaque vendeur est tenu de classer ses produits dans la catégorie auquel ils appartiennent. Donc bon, il y a toujours des produits parfois qui peuvent appartenir à différentes catégories, mais ce qui est sûr, c'est qu'un collier pour chat devrait être dans une sous-catégorie des accessoires, j'imagine, pour chat et pareillement pour les chiens. Donc là, il y aurait pas de doute possible si on met son collier pour chien dans la catégorie collier pour chat simplement pour créer sa variation et avoir des avis produits, etc. Forcément, on est dans un cas assez flagrant de manipulation du catalogue. Et donc, dans ces cas-là, j'imagine qu'on a franchi la ligne, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, ma question suivante, c'est typiquement quand un client vient te voir avec un problème par rapport à sa variation, on pourrait dire l'exemple des avis produits qui ne sont pas partagés. Quelle est ta méthodologie? Comment est-ce que ça se passe quand tu travailles avec toi? Est-ce que tu prends tu demandes forcément un accès au compte Seller Central, ou est-ce que depuis le site Amazon, tu es capable de diagnostiquer, de créer le fichier qui va bien pour réparer la situation? Comment est-ce que ça se passe, ta méthodologie et ta façon d'opérer pour réparer des variations? Alors du coup, je procède de différentes manières suivant le profil du client, en fait. Ça dépend s'il s'est lancé et si sa fiche produit existe, en fait. Donc si par exemple il n'a jamais encore créé de fiche produit et que ça va donc être à moi de générer les asines, là je vais tout simplement lui demander éventuellement donc les codes UPC s'il en a, ou EAN pour les Européens. Sinon, il y a également une autre technique au passage, c'est faire une demande d'exemption, donc c'est-à-dire de pas avoir à donner à chaque fois un code pour créer la fiche produit, juste en utilisant la marque, ça permet pour créer le listing. Donc imaginons là je dois créer le listing, donc là je peux en fait tout simplement donner au client le fichier, donc le flat file à télécharger dans son compte lui-même. Donc je lui donne les étapes, il envoie le fichier et ça crée la variation, ça crée les produits, ça crée tout en un coup en fait. Donc ça c'est pour les nouveaux vendeurs ou tout simplement les clients qui veulent lancer des nouveaux produits. Sinon après il y a le deuxième cas de figure où le produit il existe déjà. Là également, il y a éventuellement il a l'asine numéro 1, il n'y a aucune variation. L'asine numéro 2, il y a une variation. Il va me demander par exemple d'ajouter l'asine numéro 1 dans la variation de l'asine numéro 2. Donc si c'est comme ça, là par exemple, je peux également le faire sans avoir accès à son compte.
je crée le fichier, je rentre les informations qu'il faut et c'est bon, ça crée la variation. Et après il y a le troisième cas de figure où là en effet c'est un peu plus complexe, il peut y avoir des problèmes de catégorie, il peut y avoir des problèmes de marque, il peut y avoir des problèmes d'image, plein de problèmes, et donc là en effet je vais demander un accès en tant qu'utilisateur secondaire sur le compte Amazon, avec juste des permissions de modifier le stock et de télécharger des fichiers moi-même. Et puis à partir de là, en fait, je vais regarder, je vais analyser tous les ASIN et je vais essayer de comprendre d'où vient le problème. Et puis voilà. Donc j'ai plusieurs façons d'opérer, mais chaque cas est spécifique en fait aux besoins du client, quoi. D'accord, ouais. Suivant le niveau de la demande, la nature de la demande et puis la complexité de la variation typiquement à traiter. D'accord. Et donc il y a une chose quand même qui arrive assez fréquemment quand on parle de modifier le catalogue, c'est qu'on doit interagir avec le support vendeur d'Amazon. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire à quel point ils ont du mal à coopérer, à communiquer avec le support seller, support vendeur, pardon. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça, puisque en plus tu as été au support vendeur également. Est-ce que tu as des conseils à donner pour interagir avec le support vendeur? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire, des manières de leur parler typiquement? Ouais, alors du coup, la première chose, c'est déjà rester très cordial, parce que si vous n'allez pas dans leur sens, ça va pas vous aider. Donc toujours être poli, merci, bonjour, au revoir, ça c'est la base, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, parce qu'il y en a qui arrivent direct, ils créent leur cas, et c'est direct la question d'entrée. Donc moi, quand j'y travaillais, ça me dérange, je travaillais à 100% efficacement, on va dire. Donc c'est-à-dire que je répondais à toutes les demandes des clients, mais je sais qu'il y a des collègues éventuellement qui vont pas, s'ils sont bien lunés, ils vont ou pas vous aider en fait. donc voilà, c'est pour ça. Ce qui se comprend, hein, ça me surprend presque que tu dises ça, qu'il y ait des gens qui aient pas le respect minimal de dire bonjour, merci et au revoir. Mais bon, ok. Donc oui, bien sûr, être cordial, j'imagine que c'est vrai avec toute interaction humaine, et pas oublier qu'il y a des humains au support vendeur Amazon. Voilà, ça c'est certain. D'accord. Donc ça c'est la base. Bon, maintenant après pour du concret, en effet, utiliser les bons termes, ça joue énormément. Par exemple, si on veut séparer une variation, il y a un terme qui s'appelle le split ASIN, et donc du coup si on ouvre un cas dans la mauvaise section, il faut pas s'attendre à avoir le résultat escompté. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un split ASIN, il faut aller dans gérer les fiches produits, et il y a un petit bouton pour marquer split ASIN. Donc voilà, ça il faut déjà être très précis, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ouvrent des cas dans la mauvaise catégorie, et du coup après ça c'est balancé dans tous les services, et ça arrive jamais au bon endroit. Alors que moi, quand je fais une demande, des fois en même pas 1 ou 2 heures, le problème il est résolu en fait. Alors que j'ai déjà vu des cas tourner pendant plusieurs semaines. Alors que des fois c'était un truc mais très très basique. Donc voilà, il faut bien faire attention aux options. Et enfin après aussi, ce que je peux recommander, mais bon, faut pas en abuser non plus, parce qu'après on peut vous enlever l'option. Mais par exemple, quand c'est un problème vraiment urgent, il y a la petite case quand vous ouvrez le cas qui demande si c'est un problème urgent. Et si on coche cette case, en fait, le support vendeur Amazon, il est obligé de revenir vers vous d'ici 1 heure. Donc voilà, ça c'est la base. Par contre, après, il est possible que des fois, quand ils reviennent vers vous, ils vous disent simplement votre cas a été remonté à l'équipe technique. Donc ça peut arriver quand vous ouvrez des cas, par exemple, qui sont pas dans les horaires d'ouverture du service Amazon, parce que voilà, les queues, elles sont, qu'on appelle ça les queues, c'est-à-dire le support technique d'Amazon, en fait, il est sous-traité un peu partout dans le monde. Donc si vous voulez avoir par exemple on va dire un Français qui répond à votre cas en français, il faut essayer d'ouvrir un cas entre 8h et 17h. Après ça va jusqu'à 20h, mais il y a déjà beaucoup moins d'équipes à 20h du soir. Donc voilà, si vous ouvrez un cas à 22h30, il faut pas s'étonner si vous n'avez pas le résultat non plus escompté. Voilà. Donc ça c'est quelques petits conseils. Après il y en a un autre, mais bon pareil, je vais dire il faut pas en abuser. En fait, si vous mettez parce qu'en fait, il vous envoie des questionnaires, le support vendeur Amazon, il vous dit est-ce que vous avez bien répondu au client, est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Et donc bon, si vous mettez oui, bah voilà, ça ferme le cas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez non, il faut savoir que le support vendeur Amazon va être obligé de faire intervenir un petit responsable, on va appeler ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au-dessus du support vendeur, qui va devoir revoir le cas pour vérifier avant que le support vendeur renvoie la réponse que ça répond bien à la question et que voilà, on peut vraiment bien envoyer cette réponse. Donc il y a une interaction en plus. Si vous mettez non,
au questionnaire. Bon voilà, ça, encore une fois, je dis, faut pas en abuser. Mais si vous voyez par exemple que votre cas il tourne en rond et que ça fait 6 fois que vous le réouvrez, ça peut être une solution pour répondre une bonne fois pour toutes au problème, quoi. Ouais. Donc c'est le fameux appelez-moi le gérant ou je veux parler au patron. Il y a quelqu'un d'autre qui se penche sur le cas mais en effet, on peut comprendre que c'est à utiliser avec parcimonie, de même que la petite demande de traitement en urgence. C'est un peu comme, j'imagine, toujours crier au loup. Au bout d'un moment, on se dit que voilà, ça peut pas être toujours important. Et donc, en effet, utiliser ces options-là de manière intelligente, classer sa demande de manière intelligente, parler aux gens de manière intelligente, et c'est la meilleure façon, et parler autant que possible leur langage, c'est la meilleure façon d'obtenir une réponse. C'est vrai que j'ai remarqué aussi à ouvrir des cas les week-ends. Il y a certains cas qui peuvent être réglés parmi les week-ends, mais j'ai l'impression que les équipes qui sont là hors période d'ouverture ont un peu moins de pouvoir ou un peu moins de marge de manœuvre, et beaucoup plus facilement on obtient une réponse d'attente jusqu'à finalement lundi matin, ou enfin jusqu'à ce que le service ouvre, enfin les heures de bureau normales ouvrent, et donc voilà. Le fait d'ouvrir en semaine pendant les heures d'ouverture, les heures de bureau, on a plus de chances d'avoir une réponse, parce que hors de ces horaires-là, c'est beaucoup plus facilement, on reçoit beaucoup plus facilement des réponses d'attente, quoi. Ouais, puis surtout c'est qu'en fait il faut prendre en compte que bon voilà, moi j'étais dans les locaux d'Amazon, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble et le volume de personnes qui travaillent. Moi par exemple j'étais à Barcelone, et du coup à Barcelone on était à peu près une 50aine au support vendeur. Voilà, en fait, on va dire que quand votre cas est tombé au support vendeur Amazon Barcelone, vous aviez un peu de chance, parce qu'en contrepartie, on avait des cas aussi qui étaient traités éventuellement en Inde ou dans d'autres pays comme ça. Et du coup, en fait, ils nous renvoyaient des cas parce que eux, ils avaient juste, on va dire, un petit peu filtré les cas qui arrivaient. Et eux, en fait, ils s'occupaient de remettre le cas dans la bonne file, on va dire. Donc c'est pour ça aussi, il faut savoir que des fois, quand vous tombez sur le premier contact, il faut pas forcément s'attendre à chaque fois dès la première réponse à résoudre le problème, parce que voilà, des fois en fait il faut attendre que ça soit mis dans le bon département. Donc ça aussi faut le savoir, quoi. D'accord. Merci pour ces conseils par rapport au support vendeur Amazon. J'ai une question par rapport à une marque qui souhaiterait se lancer, parce que tu vois, il y a pas mal de marques qui m'approchent en me disant on a déjà un site e-commerce, on a déjà un catalogue existant, et puis on aimerait le mettre sur Amazon. Est-ce que quel serait ton conseil dans ces cas-là? Typiquement une marque qui a déjà un catalogue existant, qui veut le mettre sur Amazon, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter si la marque veut procéder elle-même à la mise en ligne de son catalogue sur Amazon? Ouais, alors bon, déjà moi je commencerai par ne pas tout faire en même temps, parce que bon voilà, quand c'est une grosse marque en général ils ont des centaines de références. Surtout qu'en fait il faut vraiment partir du principe que sur Amazon c'est comme si on misait sur un produit. Enfin voilà, il faut vraiment pas se dire tous les produits vont marcher de la même façon. Donc il faut vraiment donner, comme dirait l'autre, donner sa chance au produit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment miser sur un produit, faire un investissement, etc. Donc voilà, donc moi c'est vrai que même pour les grosses marques, il faudrait déjà regarder quelle catégorie n'est pas très concurrencée. Donc même qu'on soit la plus grande marque au monde, on peut quand même se faire concurrencer par des produits en private label. Donc il suffit que le produit il ait déjà 5000 reviews d'avance et ça va être compliqué pour vous lancer. Donc voilà, donc déjà regarder par rapport au marché, quel produit, où est-ce qu'il y a de la place pour se lancer, est-ce que c'est trop concurrencé ou pas. Mais bon, après, c'est sûr que dans la finalité, une grosse marque va vouloir mettre tous ses produits sur Amazon, mais bon, il faut juste gérer ça pour les priorités, en fait, pour créer les fiches produits, quoi. Donc après, voilà, forcément, la technique, vous la connaissez sûrement. Par la suite, ça va être investir dans le produit pour avoir les reviews, etc. Donc voilà, pourquoi trouver les premiers produits pour sa marque, enfin, pour lancer sa marque, on va dire que les premiers produits, il faut trouver la bonne catégorie, et après, on met tout son catalogue, mais on lance pas tout d'un coup, quoi. Ouais, je pense que c'est un bon conseil. De toute façon, j'ai l'impression, c'est une loi qui s'applique dans beaucoup de domaines, mais la loi des 80-20, et toutes les marques dans un catalogue ont toujours des produits qui performent mieux que d'autres, et en effet, partir de ces produits gagnants sur des canaux qui seraient hors Amazon, et regarder quelle est la situation dans une catégorie donnée. Voilà, comme tu disais, typiquement, estimer le niveau de concurrence, le nombre de reviews qu'auraient les concurrents, etc., pour avoir une idée de la difficulté
Et en effet, c'est un peu l'approche private label, hein, finalement, de passer beaucoup de temps sur les fiches produits, sur le copywriting, sur les campagnes de pub, sur l'obtention d'avis produits. Et en effet, ça demande du travail de lancer un catalogue. Et je pense que le conseil de ne pas vouloir tout faire en même temps, de ne pas essayer de balancer un flat file avec 5000 références et puis de laisser ça comme ça décoller. Mais ça, voilà, parce que dans cet exemple, ça aurait très peu de chances de décoller. Donc je pense que d'y aller par tranche. C'est surtout qu'en fait, en lançant un flat file avec 5000 références d'un coup, on peut se retrouver avec 5000 erreurs d'un coup aussi. Et quand on essaye de comprendre après les erreurs, c'est un cauchemar. Donc il vaut mieux tout supprimer et repartir à zéro. C'est pour ça que moi je recommande encore une fois de faire un par un, parce que franchement, ou alors 10 par 10 si vous avez déjà du renfort pour vous aider, pour voir si toutes les fiches produits elles sont bien faites, parce que sinon après ça devient ingérable. J'ai déjà eu des clients, surtout les vendeurs chinois, qui ont plus de 6000 zazines dans leur inventaire. Et du coup là, si vous n'avez pas toute une équipe derrière pour comprendre quand il y a un problème, c'est ingérable, quoi. Ça me fait penser à, surtout les bidons de peinture du monde. Il y a écrit avant de repeindre votre salon avec ça, faites un petit test dans un coin, tu vois, derrière une porte, sur une plainte, pour s'assurer que la couleur est bien, etc. Parce qu'en effet, avant de faire le test grandeur nature, il vaut mieux toujours s'assurer à petite échelle que ça fonctionne. Donc c'est de bons conseils, je pense aussi, de faire ça avec des fichiers de variation, de lancer, ou un flat file, même si c'est pas des variations, avec des asines qu'on uploaderait comme ça dans le catalogue Amazon. D'y aller par petites touches, de s'assurer que tout passe bien avant de déployer les choses à grande échelle. Il y a une autre chose par rapport à ça. On a aidé comme ça un client à reprendre son catalogue. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait créé un flat file avec des milliers et des milliers de références. Mais l'idée, c'est que le template, typiquement pour les titres, pour les bullet points qu'il avait utilisés, tu vois, la façon dont il utilisait les mots-clés, la façon dont il structurait ses titres, etc., était pas la bonne, était plus adapté à un site e-commerce qu'à la vente sur Amazon. Et au final, il a envoyé tous ses produits chez Amazon. L'upload s'est très bien passé, mais derrière, les ventes étaient pas terribles parce que les clients avaient du mal à trouver les produits, etc. Et nous, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû reprendre son flat file, réorganiser les titres, densifier en mots-clés, reprendre un peu le copywriting et en renvoyant tout ça, on a vu ces ventes progresser rapidement. Il y a une étude de cas d'ailleurs sur le site Jams dans laquelle on raconte un peu tout ça. Mais c'est vrai que là encore, s'il était venu dans un premier temps et avait fait valider son template de titre, avait fait valider son approche, est-ce que en gros, si je fais des fiches produits qui auront cette tête-là, est-ce que ça va bien se passer ? Il aurait pu s'éviter un grand nombre d'uploads, du temps à générer des fichiers qui étaient assez énormes, à traiter ce catalogue. On parle très vite d'un très très grand nombre un très gros volume de données, tout ça pour avoir des résultats qui sont pas finalement à la hauteur. Donc c'est vrai que l'aspect aussi bien préparer son catalogue et l'optimiser pour Amazon avant de réfléchir à l'uploader, ça certainement c'est une approche qui a beaucoup de sens, quoi. Ouais, puis aussi, je pense à un truc, c'est que il faut aussi se dire, est-ce qu'on a le budget marketing derrière pour pouvoir lancer tous ces produits ? Parce que ça sert à rien d'avoir des produits sur Amazon qui derrière, ils vont pas forcément avoir de trafic. Donc mieux vaut avoir un produit qui rapporte, on va dire, 100 clics toutes les heures, disons, de façon régulière, plutôt que 100 produits qui rapportent qu'un clic tous les jours, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se dire. C'est pour ça, encore une fois, voilà, si on se dit on lance 5000 références, est-ce qu'on a les fonds nécessaires, quoi, pour lancer 5000 campagnes sur 5000 asines, quoi. Ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. C'est clair, Amazon en fait récompense quelque part la vélocité de vente et il vaut mieux avoir moins d'asines mais qui ont une certaine vélocité, qui ont un certain classement parce que de proche en proche ils vont récupérer des avis et devenir de plus en plus visibles plutôt qu'un catalogue 10 fois plus grand mais avec très peu de ventes ou des ventes erratiques ici et là, parce que c'est une situation dans laquelle on va avoir beaucoup de mal à décoller et à faire des ventes significatives parce que encore une fois ce qui importe chez Amazon c'est la vélocité de vente, donc le nombre de ventes par unité de temps donné, et le but c'est il vaut mieux se focaliser sur moins d'asines et travailler cette vélocité de vente et reporter, comme on disait, tous ces efforts sur une sélection moins large plutôt que de viser en gros un très gros volume, un très grand nombre de fiches produits sur lequel aucun client ne passe, sur lequel les campagnes de pub et les budgets seraient complètement dilués et on passerait à côté du coup de toute la force d'Amazon parce qu'on serait pour ainsi dire invisible, quoi. C'est ça.
Alors avant de finir cette interview, j'aimerais qu'on revienne sur Boost My Amazon. Donc aujourd'hui, on a surtout parlé de gestion de variations, mais c'est pas tout ce que tu fais, puisque tu fais d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des autres services que tu proposes au travers de Boost My Amazon? Ouais, donc les autres services que je propose, principalement, ça va être de la gestion de campagnes PPC. Donc moi, je m'occupe de créer les campagnes dans le compte Seller Central directement du vendeur. Donc là, pour le coup, il me faudra bien accès au compte client. Après, donc, ce que je fais, c'est qu'également, je gère tout ce qui va être les biddings, donc c'est-à-dire la gestion du mot-clé. Tous les jours, je vais regarder si on rapporte bien des clics, est-ce que le budget est bien dépensé, parce que c'est pas parce que vous mettez 5 euros dans une campagne marketing que les 5 euros vont être dépensés. Il est possible que des fois, sur 3 jours, vous avez dépensé que 3 euros, alors que vous auriez dû en dépenser 15. Et ça va être du fait qu'il y a une mauvaise gestion, en fait, en termes de l'enchère du mot-clé, en fait. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'offre ce service également, parce que j'ai quand même une expérience également en gestion PPC, comme j'expliquais plus tôt. J'avais travaillé chez National Pen avec des gros budgets, donc je sais un peu ce que c'est. Je sais bien ce que c'est même, on va dire. Et puis donc ça, c'est un premier service que je propose aujourd'hui. Après, j'ai d'autres services comme par exemple l'optimisation de fiches produits. Donc là, moi, j'utilise des logiciels comme Helium 10 et Jungle Scout pour pouvoir trouver les mots-clés, faire une analyse du marché, regarder les concurrents, regarder qu'est-ce qui a fonctionné comme titre, etc. Et puis après, moi, je crée moi-même la fiche produit. Donc là, je travaille en étroite collaboration avec ma copine d'ailleurs, qui m'aide à réaliser les fiches produits. Donc on est un petit peu à deux là-dessus. Donc voilà, ça c'est les services actuellement que j'offre sur Fiverr. Après, c'est vrai que je pense que j'ai un autre service en tête que je pense lancer d'ici peu de temps. C'est le lancement en fait de fiches produits sur Amazon, comme j'expliquais un peu plus tôt, en utilisant éventuellement la pub Facebook, les chatbots et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je lance ça, parce que bon, ça veut dire également que je pourrais pas prendre 150 clients d'un coup, parce que c'est impossible de lancer des centaines de vendeurs au même moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je regarde si ça vaut éventuellement le coup de faire ça. Et dernièrement également aussi, j'ai rejoint ce qu'on appelle un studio Fiverr. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont lancé ça il y a pas longtemps. Un studio Fiverr, en fait, c'est tout simplement travailler avec d'autres freelancers qui eux proposent des services qui sont complémentaires aux miens. Donc par exemple là, on a actuellement un gig, on appelle ça un gig, donc c'est un service en fait sur Fiverr qui permet en fait de créer des fiches produits, donc plus ou moins comme ce que je fais déjà, sauf que en fait on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de créer les images également des produits. Donc elle fait des images super pro sur Photoshop et tout ça. Et après on a quelqu'un qui s'occupe de créer le listing. Donc là pour le coup moi je m'en occupe pas de cette partie-là. Par contre moi ce que je vais m'occuper de faire sur ce gig, ça va être de créer la variation, de vérifier que toutes les informations sont bien entrées dans le flat file, parce que donc ce qu'on fait en fait, c'est que moi on m'envoie tout et après je renforme toutes les informations dans le flat file et je crée des variations au besoin. Donc on travaille un petit peu en équipe. Ça c'est pas lié on va dire que c'est un peu lié à Boost My Amazon parce que c'est mon profil Boost My Amazon, mais c'est en studio, donc c'est en équipe, c'est pas vraiment ma marque, c'est plutôt un travail d'équipe, et ça c'est assez nouveau sur Fiverr, donc c'est sympa, ça me rapporte des nouveaux leads et voilà, et puis ça fait travailler un petit peu tout le monde. Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler, et c'est vrai que ça, quelque part, ça se rapproche d'un service d'agence, puisque du coup tu cliques sur un bouton et puis tu as différents métiers qui interagissent et qui prennent en charge le besoin et donc qui gèrent le projet, donc c'est ok, très intéressant. Alors dernière question avant de clore l'interview, si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a 1 an, donc juste 1 an, d'arrêter de faire une chose, qu'est-ce que ça serait et pourquoi ? Je pense que ce serait la procrastination, tout simplement. Parce qu'il y a trop de temps où on passe un peu trop de temps sur Netflix ou autre chose, alors qu'on aurait mieux à faire de son temps. Et deuxième chose, je dirais, faut pas hésiter d'échouer pour vite apprendre de ses erreurs, parce que des fois on hésite longtemps sur des projets, et en fait on se dit si je vais me lancer, je vais le faire. Et puis finalement on a perdu 6 mois, et quand on se lance, finalement on se rend compte que c'était pas la bonne chose à faire. Donc pour ça, échouer rapidement pour réussir, pour voir finalement si c'est viable ou pas en fait. Donc ça c'est applicable également sur Amazon. Si on a une idée produit, mieux vaut essayer de la faire en petite quantité plutôt que de se dire je vais économiser 10 000 euros pour avoir un stock énorme et concurrencer tout le monde. Mieux vaut essayer avec un petit budget, éventuellement 500 euros, avoir quelques unités et voir si c'est viable ou pas quoi. Donc
Ouais, ça c'est 2 conseils que je me donnerais si je pouvais revenir un peu en arrière. Ouais, super conseil, ouais. Effectivement, c'est vrai que il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de moyens pour se lancer sur Amazon. Il n'y a pas forcément besoin de chercher à faire énormément de rentabilité sur un premier lancement, une première commande de produits. Et puisque l'idée derrière un tout premier lancement et un tout nouveau projet, l'objectif, c'est vraiment d'engranger de l'expérience et de comprendre et de faire des erreurs plutôt que de chercher à tout prix à se mettre la pression par rapport à un résultat. Je pense que c'est vraiment un excellent conseil. Ouais. Super. Nicolas, on en arrive à la fin de cette interview. Où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi ? Eh bien, ils peuvent me retrouver sur mon site boostmyamazon.com. Donc, comme je disais plus tôt, soit ils peuvent me contacter directement via mon site. Il y a une adresse email sur mon site pour me contacter. Soit ils peuvent également retrouver mes services sur Fiverr. Donc voilà, encore une fois, sur Fiverr, il suffit de taper Boost My Amazon pour me trouver. Et en général, j'apparais assez rapidement dans le top du classement parce que j'ai joué sur le nom Boost My Amazon, pas pour rien, comme vous avez pu le comprendre. Parce que comme ça, au moins, dès qu'on tape Amazon, j'ai des chances d'être dans les premiers résultats. Donc voilà. C'est du SEO, Fiverr. Super. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai le lien vers ton site, vers tes gigs Fiverr en description du podcast. Et puis, on en arrive donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je te dis à très vite. Merci Sylvain, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de la conversation. Juste avant de terminer l'épisode, j'ai 3 petites choses à vous dire. La première, c'est que vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante, jamz.fr/podcast. Vous retrouverez notamment un lien pour pouvoir contacter Nicolas. La deuxième, c'est que pour ne rater aucun futur épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Donc ça peut se faire au travers d'Apple Podcasts, Google Podcasts ou l'application de podcast que vous préférez. Appuyez sur le petit bouton s'abonner et vous ne manquerez donc aucun futur épisode. Et donc troisième et dernière chose, si vous décidez de vous abonner au podcast au travers de iTunes, donc Apple Podcast, laissez-moi une évaluation et un commentaire. Donc d'un côté, ça aide pour le référencement du podcast, mais aussi ça me permet de savoir ce que vous pensez de ces épisodes et ça me permet aussi du coup de vous proposer un contenu toujours plus intéressant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!